Bonjour à vous voyageurs. Avez-vous parfois l'impression que notre époque n'est pas celle qu'elle aurait dû être? Que non seulement les voitures volantes ne sont toujours pas là, mais qu'en plus il nous manque quelque chose, comme une pièce de puzzle oubliée. Je suis partie à la recherche d'un futur égaré. Et en chemin, j'ai entrouvert des portes que je n'imaginais pas. Et si les phénomènes étranges que nous observons aujourd'hui étaient les cicatrices d'un futur détourné? Un futur oublié, enseveli, crypté dans des objets anciens ou dans des lieux hors du temps, et parfois dans des récits trop étranges pour être pris au sérieux. Mais avant toute chose, soyez les bienvenus sur ma chaîne, La Carte du Surnaturel. Je m'appelle Marie-Élise, j'étudie les lieux étranges et j'enquête sur les mystères de notre planète. Alors si ça vous intrigue, n'hésitez pas à vous abonner et sachez que devenir membre vous donne accès à des contenus cachés. Allez, c'est parti! Depuis la nuit des temps, l'humanité se projette dans l'avenir. Dans les étoiles, sous les océans, à travers le temps, les civilisations ont toujours cherché à prédire, à deviner, à construire l'après. Le mécanisme d'Anticythère, la pile de Bagdad ou encore ces gravures mayas que certains interprètent comme des fusées, ces objets venus d'un autre temps posent tous la même question. Est-il possible que ces civilisations aient eu accès à des technologies dites anachroniques ou en avance sur leur temps? Et en les observant, quelque chose m'a troublée. C'est pas seulement leur ingéniosité qui dérange, c'est le fait qu'ils semblent annoncer un temps qui n'est jamais venu. Comme s'ils portaient en eux une promesse technologique restée en suspens, une bifurcation qui aurait été possible, mais qui s'est jamais produite. Et c'est peut-être cela le plus étrange. Le disque de Sabou, par exemple, continue d'échapper à toute interprétation technique claire. Découvert en 1936 dans la tombe d'un prince égyptien de la première dynastie, il date d'environ 3000 ans avant notre ère. Il est taillé dans un matériau fragile, la schiste, mais présente une forme aérodynamique presque parfaite, avec 3 ailes recourbées qui évoquent une turbine ou une hélice inversée. Aucune fonction utilitaire connue ne correspond à cette structure. Trop fin pour être un objet rituel, trop fragile pour être un outil. Certains y voient une représentation symbolique. Et d'autres, plus audacieux, y voient un prototype, une maquette, voire une pièce technologique dont nous aurions oublié la fonction. Et ce qui est frappant, c'est que cette forme presque biomimétique semble prête à tourner, à canaliser un flux ou à stabiliser un mouvement, comme si elle attendait un usage qui n'est jamais venu. Et si ce genre d'artefact n'était pas une trace du passé, mais l'empreinte d'un futur interrompu? Et puis, que penser de ces cartes anciennes, comme celle de Piri Reis, qui, en 1513, semble représenter l'Antarctique sans glace. Bien qu'avant qu'on ne sache que ce continent existait au sud du globe, bien avant l'imagerie satellite, ou même les premières expéditions polaires. Ce fragment de carte, la carte de Piri Reis, retrouvée à Constantinople, compile des sources plus anciennes encore et aujourd'hui disparues. Mais ce qui intrigue les chercheurs, c'est sa précision. Les côtes de l'Amérique du Sud, l'Afrique de l'Ouest et cette forme étrange tout en bas qui épouse le contour réel du continent antarctique comme si il avait été observé sans sa calotte glaciaire. Or, d'après la science officielle, l'Antarctique est recouverte de glace depuis plus de 6000 ans. Qui aurait pu la cartographier dans cet état? Et avec quels moyens? Et pourquoi cette information a été intégrée dans une carte de la Renaissance sans explication? Là encore, ce n'est pas seulement la précision qui dérange, c'est le décalage. Cette impression que certaines représentations du monde ont eu accès à des données impossibles pour leur époque. Et ce genre de mystère n'est pas réservé aux musées ou aux ruines, il traverse aussi nos récits plus modernes. Dans The Fountain, un film de Darren Aronofsky, un seul objet traverse les siècles, c'est un arbre sacré. On y suit 3 histoires, un conquistador, un scientifique contemporain et un voyageur cosmique, toutes liées par une même quête, repousser la mort, atteindre une forme d'immortalité. Le temps s'y plie, se superpose, se tord. Et l'artefact, presque vivant, devient le fil conducteur entre le passé, le présent et quelque chose qui pourrait ressembler à l'éternité.
Et enfin, c'est pas réservé aux artefacts. Que penser des savoirs anciens de certaines techniques de calcul ou d'observation qui semblent défier leur époque? Plusieurs civilisations ont dessiné des cartes stellaires d'une précision sidérante bien avant l'invention du télescope. Les Babyloniens connaissaient déjà les cycles de Vénus. Les Mayas anticipaient les éclipses solaires à des siècles de distance. En Égypte, certaines constellations comme Orion ou Sirius jouaient un rôle central dans l'orientation des temples et les rituels funéraires. Quant à la pierre de Cocknow en Écosse, gravée il y a plus de 5000 ans, certains y voient une véritable carte du ciel encore partiellement à déchiffrer. Toutes ces civilisations semblent avoir eu accès à des connaissances extrêmement précises, parfois même plus fines que celles de leurs contemporains dans d'autres domaines. Et si cela nous trouble aujourd'hui, c'est sans doute parce que ces savoirs n'ont pas mené là où nous imaginons qu'ils auraient dû nous mener. Ils connaissaient les cycles planétaires, orientaient leurs temples avec une exactitude astronomique. Mais ils n'ont pas bâti de fusées, ni développé d'électricité, ni laissé de traces d'un projet technologique au sens moderne. Et c'est ce décalage qui nous met mal à l'aise. Cette impression que le fil a été coupé quelque part, que quelque chose aurait pu arriver, mais ne l'a pas fait. Il y a aussi l'hypothèse vertigineuse qu'explore le film Prometheus. Alors Prometheus, c'est un film de science-fiction réalisé par Ridley Scott en 2012, dans lequel des archéologues découvrent des cartes stellaires gravées dans des grottes préhistoriques aux quatre coins du monde. Ces cartes stellaires, toutes identiques, ont été laissées par des civilisations très éloignées dans le temps et l'espace. Et ces cartes mènent à une planète inconnue. Elle déclenche une expédition spatiale à la recherche des origines de l'humanité. Mais sur place, ce n'est pas une réponse qu'ils trouvent. C'est une technologie dormante, dangereuse, trop avancée pour être maîtrisée et peut-être jamais destinée à être découverte. Et si la science-fiction, sans le savoir, racontait ce que l'histoire ne veut pas entendre, comme si quelqu'un ou quelque chose avait tenté de masquer le futur de notre passé. Car il y a aussi tous ces endroits qui défient nos notions de la technologie, ces lieux que l'on désigne rapidement comme des lieux de culte, mais dont les alignements semblent prédire le chemin des étoiles, ouvrir des portes vers d'autres mondes et dont on a parfois du mal à comprendre les techniques de réalisation. Songez par exemple à Nan Madol, cette cité bâtie sur l'eau avec des blocs de basalte pesant plusieurs tonnes, assemblés sans mortier. C'est une structure géométrique complexe, organisée en îlots artificiels, perdus au milieu du Pacifique. Un chantier titanesque, sans trace d'outils, ni de rampe, ni d'esquisse, défiant tout ce que l'on croyait savoir des capacités logistiques des civilisations insulaires anciennes. À Sacsayhuaman, au Pérou, où les pierres immenses sont découpées avec une précision chirurgicale et s'emboîtent parfaitement, Tiwanaku, Pumapunku, dont les blocs taillés ressemblent à des éléments modulaires, comme s'ils avaient été conçus pour s'emboîter mécaniquement. Ou encore, songez à Göbekli Tepe, qui fait maintenant partie du site de Tas Tepeler en Turquie, dont les piliers dressés il y a plus de 11 000 ans remettent en question toute notre chronologie historique. Et des lieux comme ça, il y en a plein en fait. Je vous les présente chaque semaine sur cette chaîne. Certains de ces sites semblent donc alignés avec les étoiles. D'autres coïncident avec des anomalies magnétiques encore inexpliquées. Parfois, comme à Stonehenge en Angleterre ou à Arkham en Russie, des phénomènes étranges continuent de s'y produire, des lumières inexpliquées, des dérèglements d'appareils électroniques, des sensations de vertige ou de dédoublement. Ces sites ne semblent pas simplement liés au passé, ils agissent comme des poches de résistance au présent. Des endroits où le temps se dilate, où les lois habituelles semblent suspendues, comme si quelque chose d'autre, une autre trame, un autre récit du monde, essayait encore de percer. Et certains visiteurs parlent de sentiments de flottement, de sensations étranges, comme si le lieu lui-même détordait le temps. Une impression d'être hors du réel, dans un endroit qui résiste à la linéarité du monde moderne. Et si ces lieux n'étaient pas seulement les vestiges du passé, mais les traces d'un savoir interrompu,
À force de les étudier, on a l'impression que les civilisations anciennes avaient compris quelque chose de profond, de structurel, sur la Terre elle-même, son lien avec le ciel, avec l'énergie, avec le vivant. Un savoir qui, si il avait été transmis, adapté, prolongé, aurait pu dessiner un autre futur. Mais ce fil semble s'être rompu, comme si l'héritage technologique que ces peuples nous ont laissé n'avait pas été reçu ou pas compris. Et pourtant, il en reste des fragments, des lieux, des objets, des anomalies, comme des sortes d'interfaces actives, des points de contact entre les époques. Un avenir qui ne s'est pas effondré, mais qui continue d'irradier par éclat dans certaines zones du monde. Certaines civilisations, avant même que la nôtre se rêve moderne, auraient peut-être déjà entrevu ce que nous serions ou ce que nous aurions pu être. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les archéologues qui parlent au futur. Bien avant que nos technologies existent, des artistes, des inventeurs et des écrivains ont su tracer la route. Léonard de Vinci dessine des machines volantes. Jules Verne imagine des sous-marins, des fusées et les vidéoconférences dans ses romans publiés entre 1864 et 1889. Nikola Tesla, dans les années 1890 jusqu'à 1920, rêve d'un monde alimenté par une énergie libre, diffusée sans fil à travers la planète. Et dès la fin du 19e siècle, les journaux regorgent de brevets et de projets extravagants. Dirigeables à ailes battantes, vaisseaux hybrides mi-oiseau, mi-vapeur, véhicules aériens, de véritables navires censés traverser les continents. Une illustration dans le Chicago Tribune, datée du 9 septembre 1896, montre des journalistes observant les essais d'un planeur expérimental nommé Albatros et imaginé par Octave Chanute. L'image témoigne de l'effervescence médiatique autour des premières tentatives de vol humain à cette époque. Charles Abbott Smith, inventeur basé à San Francisco, a créé une compagnie nommée Atlantic and Pacific Aerial Navigation Company, soutenue par $20 000 d'investissement en février 1896. Alors ça témoigne d'un véritable engouement commercial pour les idées de vol avant que l'aviation ne soit techniquement maîtrisée. Ces visions, ce n'étaient pas des fantaisies. Elles portaient une promesse, celle d'un monde où l'ingéniosité humaine allait ouvrir toutes les portes, explorer tous les possibles. Et c'est là que le paradoxe surgit. Car non seulement des civilisations dites anciennes semblent avoir eu accès à des formes de connaissances ou de technologies qui dépassent encore notre compréhension, mais même ces visionnaires, bien plus proches de nous dans le temps, avaient déjà imaginé un avenir que l'on n'a toujours pas atteint. Comment expliquer qu'un siècle ou plusieurs après leurs intuitions, alors que nous avons les moyens, les réseaux, les matériaux, nous ne vivons toujours pas dans le monde qu'ils annonçaient? Par exemple, entre 1896 et 1897, des centaines de témoignages émergent aux États-Unis, faisant état de mystérieux dirigeables lumineux sillonnant le ciel nocturne. On les appelle les dirigeables fantômes. Parfois silencieux, parfois accompagnés de voix humaines, ils semblent survoler les villes avec une technologie que personne ne reconnaît, mais que beaucoup attendent. Certains pensent à des prototypes secrets, d'autres à des canulars. Mais dans la presse de l'époque, les témoignages et les descriptions sont si nombreux, si précis, qu'on parle déjà de l'aéronef de l'avenir, comme si le futur avait fait un détour par le ciel de 1896. Et pourtant, ces engins ne deviendront jamais réalité. Pas sous cette forme, pas à cette époque, comme si leur apparition avait été une sorte d'essai manqué. Quelque chose s'est figé. Le rêve précède souvent l'invention. C'est pas un hasard si je cite souvent des œuvres de fiction, des livres, des séries, des films, voire même des jeux vidéo pour vous parler de ces sujets. Car dans certains imaginaires se situe une vision presque prophétique qui, à défaut de se réaliser parfaitement, tisse notre futur. Et je ne cesse de parler de futur, mais c'est dans le cas où on imagine une ligne du temps linéaire, ce qui n'est pas forcément le cas, mais ça on va y revenir. La fiction revient souvent sur cette idée, celle d'inventions surgies avant l'heure comme des intrus temporels.
Dans le film The Prestige de 2006 de Christopher Nolan, l'ingénieur Nikola Tesla crée une machine capable de téléporter la matière. Mais ce dispositif est trop instable, trop incompris, et il finit relégué au secret. Dans La machine à explorer le temps, ce sont 2 films différents en 1960 et un autre en 2002, un scientifique traverse les âges à la recherche d'un futur meilleur, mais découvre à chaque fois les ruines de ce que le progrès a laissé derrière lui. Et dans certaines séries plus récentes, comme UFO de 2021, on évoque l'hypothèse que certains objets volants non identifiés pourraient être des prototypes oubliés, déviés, ou venus d'un futur qui a bifurqué. Ce thème revient toujours. Le futur essaye de nous atteindre, mais il arrive trop tôt ou mal. Et alors on l'oublie. On le range dans une case floue et on l'appelle mystère, canular ou surnaturel. Dans Black Mirror, les technologies dérivent vers le cauchemar avec une précision glaçante. Dans Matrix, la réalité est un programme, mais ce sont les anomalies, les glitches, qui nous montrent la sortie. Et si ces récits modernes ressemblent à des prédictions, c'est peut-être parce que l'imaginaire est devenu notre radar paranormal. Et pendant longtemps, on a vu ces visions se réaliser, une à une. Le futur répondait à l'appel. Mais ensuite, silence. Avant de continuer, j'en profite pour faire une toute petite annonce. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est certainement que le sujet vous intéresse. Je publie chaque semaine des épisodes sur YouTube, et là, maintenant, tout de suite, si cette vidéo a moins de 500 vues, vous faites partie des pionniers qui peuvent faire toute la différence. Car c'est justement là, sur ces 500 premières vues, que YouTube s'appuie pour savoir s'il doit recommander ma vidéo à plus de monde. Donc un immense merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, un commentaire et même à booster la vidéo, une option qui n'est disponible que sur téléphone et apparaît lorsque vous mettez un like pour soutenir notre travail, et ça nous aidera vraiment. Bon, on y retourne. Car le futur, c'est pas seulement ce qui a été oublié, c'est aussi ce qui a été promis et qui ne s'est jamais réalisé. Pendant un moment, nous avons cru pouvoir tout construire, et puis quelque chose a changé. Il fut un temps où l'avenir avait une forme nette, brillante, pleine d'angles géométriques, de couleurs vives et de promesses technologiques, et tout le monde savait de quoi il s'agissait. Les années 2000. À partir des années 1950, le monde occidental se met à rêver à toute vitesse. On imagine des maisons bulles, des voitures volantes, des ascenseurs orbitaux. Les villes flottent, les routes s'autogèrent, les enfants vont à l'école par vidéotransmission. Je vous laisse regarder ces illustrations sur l'an 2000 faites par Jean-Marc Côté entre 1899 et 1910. C'est juste hallucinant. Regardez aussi ces images de l'exposition universelle de 1967 à Montréal, ou encore l'expo universelle d'Osaka en 1970, ou même les brochures de l'ORTF dans les années 60-70 en France, ainsi que le magazine Popular Mechanics. Tout nous promet un futur à la fois spatialisé, automatisé et profondément optimiste. Si dans les années 1950 à 1980 tout semblait possible, c'est parce qu'on imaginait l'an 2000 comme une date de bascule. Mais là c'est arrivé et le rêve s'est effrité. Les voitures volantes sont restées des prototypes. Les maisons connectées sont devenues des pièges à donner et les villes du futur se sont transformées en centres commerciaux. Le futur, promis par la science et la fiction, ne s'est pas présenté au rendez-vous. Alors, que s'est-il passé? Est-ce que le futur a changé de direction? Est-ce qu'il a eu lieu ailleurs? Dessiné, planifié, modélisé, il n'est jamais venu. À la place, nous avons eu des lotissements, des smartphones et des rêves qui se sont rapetissés. Des mises à jour logicielles, des algorithmes de recommandation et des rêves réduits à la taille d'un écran. Et si le futur ne s'était pas effondré? S'il avait simplement pris un autre chemin, dissimulé, interdit, invisible? Un rappel que la réalité peut se fissurer, glisser ou même basculer hors de son cours. Dans Donnie Darko, un adolescent perçoit des messages venus d'un autre temps, comme si l'avenir tentait de réécrire le présent. Dans X-Files, derrière l'étrange et les apparitions, on découvre souvent des technologies militaires classifiées, des expéditions couvertes par le vernis du paranormal. Et dans Dark, c'est le temps lui-même qui se dérègle, les boucles suppriment le libre arbitre, figent l'histoire,
brouille le futur. Et à travers ces récits, une idée revient. L'étrange n'est peut-être pas en avance sur la science, mais en avance sur notre époque. Et si ce que nous appelons surnaturel n'était pas un résidu du passé, mais un signe de futur oublié, de réalité alternative qui tente, par endroits, de se frayer un passage jusqu'à nous. Les anomalies, les glitches, les sensations d'irréalité ne seraient alors pas des failles dans notre monde, mais des frictions entre plusieurs futurs possibles. Ce temps qui continuerait de s'exprimer par fragments, certaines cultures n'ont jamais cessé de l'écouter, car il existe d'autres visions du monde, d'autres façons de penser le temps. Les cosmologies indigènes, les systèmes chamaniques, les spiritualités techno-animistes n'opposent pas la technologie à l'invisible. Pour elles, tout est réseau, interconnexion et conscience étendue. Les Mayas, par exemple, liaient étroitement les cycles du temps, les étoiles et l'organisation du monde vivant. Leur vision du temps n'était pas linéaire comme la nôtre, mais cyclique, profondément connectée au mouvement céleste. Leur calendrier, d'une précision stupéfiante, ne servait pas qu'à mesurer les saisons agricoles. Il rythmait aussi les événements rituels, les changements d'air, les moments propices aux décisions politiques ou spirituelles. Pour eux, les étoiles, le temps et le vivant formaient un tout indissociable. La position des planètes guidait les cérémonies, les naissances royales, les choix de guerre ou de paix. Et c'était pas une superstition, c'était une science sacrée du temps dans laquelle l'univers était un organisme vivant en perpétuelle respiration. Une vision où le futur ne se prédit pas, mais se ressent et se synchronise. Et cette façon de penser, perdue ou déconsidérée, contenait les germes d'un futur alternatif, un futur sensible, résonnant avec la nature, plutôt qu'en conflit permanent avec elle. Certaines cultures d'Amazonie, quant à elles, parlent d'un web vivant entre les plantes, les esprits et la mémoire du sol. Ils décrivent un univers où tout est relié par un immense réseau vivant. Dans ces traditions chamaniques, les plantes, les esprits et les humains ne sont pas séparés, mais ils tissent ensemble une trame ou de réseau de conscience. Les chants sacrés, par exemple, sont dits transmis par les plantes elles-mêmes. Les chamans ne les inventent pas, ils les entendent pendant des cérémonies, comme si la forêt leur murmurait des fragments d'un savoir ancien ou même à venir. Et la mémoire n'est pas seulement humaine, elle est végétale, vibratoire, parfois visionnaire. Certains chercheurs comme Jérémy Narby ont parlé à ce sujet d'intelligence biologique distribuée dans laquelle l'ADN lui-même jouerait un rôle de mémoire ou de récepteur. Vous pouvez trouver son ouvrage Le serpent cosmique, l'ADN et les origines du savoir, qui est sorti en 1995. Pour ces cultures, le futur n'est pas une projection linéaire, mais un état de connexion, un alignement entre ce que l'on perçoit et ce que l'on comprend. Les visions chamaniques peuvent ainsi être vues non pas comme des hallucinations, mais comme des interfaces d'accès à d'autres niveaux de réalité, un futur diffusé non pas par des machines, mais par les vivants. Aujourd'hui encore, les penseurs autochtones, les artistes afro-futuristes, les chamans numériques évoquent des formes d'intelligence non linéaires, des futurs déjà là, mais que notre civilisation n'est pas équipée pour percevoir. Et si c'était là le vrai surnaturel? Non pas une trace du passé, mais une impulsion du futur. Ce que j'ai compris, au fil de mes recherches, c'est que le futur n'a pas seulement disparu. Il s'est infiltré, dissous dans les interstices du réel, fragmenté dans nos réseaux, dissimulé dans des systèmes que nous utilisons sans vraiment les comprendre. Il laisse derrière lui des glitches, des comportements absurdes, des lieux qui ne fonctionnent pas comme il faut. Des objets qui résistent à l'analyse, des récits qui semblent trop en avance pour être pris au sérieux, peut-être même aussi des créatures, des cryptides, des fantômes qui étaient censés être compris et cohabiter avec nous, mais que quelque chose a tenté d'effacer. Et tout cela, on le classe souvent sous une même étiquette, le surnaturel. Mais peut-être que le surnaturel, c'est pas vraiment ce que nous croyons. Peut-être qu'il ne vient ni du passé ni d'un autre monde. Peut-être que c'est ce qui reste d'un futur qui n'a pas été autorisé. Et dans ces cas-là, peut-être qu'il revient, mais autrement.
sous des formes décentralisées, insaisissables, dans des intelligences distribuées, dans la conscience en réseau, dans ces visions solarpunk où l'humain se reconnecte au cycle, où la technologie cesse d'être un outil de domination pour devenir un langage du vivant. Dans cette enquête, nous avons cherché le futur, celui qu'on nous avait promis. Les voitures volantes, les cités dans les nuages, l'énergie libre, des visions qui ne se sont jamais présentées au rendez-vous. Alors nous avons suivi ces traces ailleurs, dans les objets impossibles du passé, dans des temples qui défient la gravité, les cartes célestes gravées dans la pierre, les machines oubliées. Puis dans les récits visionnaires, ces fictions qui devinent notre présent bien avant qu'il n'existe. Et enfin dans les anomalies, les endroits qui bloquent le temps, les phénomènes qu'aucune science ne peut expliquer, les intuitions qui résistent. Et peu à peu, un autre visage du futur est apparu. Non pas un avenir linéaire et maîtrisé, mais un futur fragmenté, refoulé, résonnant dans les interstices. Un futur qui s'est infiltré dans les récits, dans les lieux, dans les signes. Qui se défend peut-être lui-même comme une mémoire qui refuse de s'éteindre. Et c'est certainement pour cela que le surnaturel ne me fait pas peur. Peut-être parce qu'il pourrait être la dernière trace de ce que nous avons perdu ou de ce que nous avons encore à retrouver. Voilà. J'espère que cet épisode un peu différent d'habitude vous a plu. J'adore ce sujet, j'ai cherché à vous l'expliquer le mieux possible. Il vient en boucle sur de nombreux autres sujets que nous étudions sur la chaîne. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a fait un peu, comme je dis, pétiller le cerveau, que vous avez des idées sur tout ce que je viens de proposer. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Moi, je vais vous laisser ici et là, comme d'habitude, des playlists pour continuer d'enquêter avec moi sur les mystères de notre planète. Si vous voyez le bouton like, n'hésitez pas à l'attraper avant qu'il soit aspiré dans une sorte de vortex temporel. D'ici à la prochaine, portez-vous bien et moi je vous dis ciao.